pouvez joindre votre patron et lui dire de mettre un terme à son opération. Ce soir, Ce n'est pas une offre très séduisante. c'est la seule que vous aurez. Quand on veut de la pluie, il faut assumer la boue aussi. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad, toujours un plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode d'un podcast hautement stratégique, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la ligne jaune, de la ligne rouge dans une stratégie d'investissement immobilier et ce de manière entrepreneuriale. C'est deux notions absolument fondamentales, la notion d'un côté de la ligne jaune et de l'autre côté de la ligne rouge et de savoir distinguer les deux. C'est valable en entrepreneuriat, c'est valable en matière d'investissement immobilier ambitieux. Et quand on parle de lever plusieurs millions d'euros, nous sommes clairement sur une stratégie entrepreneuriale. Cet épisode va être décomposé en plusieurs parties. On va parler de cette distinction. C'est quoi la ligne jaune? C'est quoi la ligne rouge? Et quelle est la différence entre ces deux lignes qui semblent si similaires mais sont si différentes? Cette distinction entre la ligne jaune et la ligne rouge, tout d'abord, elle remonte à la guerre froide. La ligne était fine entre l'observateur et l'agresseur. On retrouve cette prudence aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, où on ne cesse de parler de ligne rouge, où on ne cesse de parler de repousser la ligne rouge. Au début, c'était de simples équipements, ça passait. Ensuite, ça a été des missiles qui vont un peu plus loin, ça passait. On cherche toujours cette ligne rouge, mais on veut absolument ne pas la franchir. Cet épisode est hyper important, comme tu l'as souligné, parce que le fait de flirter avec une ligne est quelque chose qui peut arriver. Flirter avec la ligne jaune, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Flirter avec la ligne rouge, ça ne doit jamais arriver. Tu ne devrais même pas t'en rapprocher. Et c'est important parce que derrière, on a des différences sous-jacentes qui relèvent en fait du comportemental. Le professionnel flirte avec la ligne jaune, mais c'est interdit d'aller voir en fait sur l'autre ligne qui est la ligne rouge. Et l'amateur, le bricoleur, celui qui improvise, celui qui fait n'importe quoi, peut aller directement en fait sur la ligne rouge et les conséquences. Traverser sans s'en rendre compte. Alors, il peut le faire soit volontairement, soit involontairement, mais dans les deux cas, les conséquences peuvent être relativement graves. Et dans le domaine d'activité qui m'intéresse, qui est l'immobilier, faire n'importe quoi en jouant avec un levier bancaire extrêmement puissant, le levier bancaire français, et concrètement avec des sommes qui peuvent aller sur plusieurs millions d'euros, ça devient très dangereux. Donc cette démarcation, cette dichotomie, cette distinction entre la ligne jaune et la ligne rouge, elle est fondamentale. Et la plupart des gens ignorent d'ailleurs cette différence, puisque la ligne rouge relève plus de l'art militaire, la ligne jaune relève plus du business. Et comme j'aime le champ lexical qui tourne autour de la guerre, et parce que je la translate sur la guerre économique, il est hyper intéressant en fait de faire le parallèle entre qu'est-ce qu'une ligne jaune, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui est toléré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment important parce que se mettre en risque, c'est quelque chose qu'un investisseur en risque juridique et ou fiscal ne doit jamais faire. Je dis toujours à mes clients, j'ai une aversion au risque commercial, une aversion au risque entrepreneurial qui est extrêmement faible, mais j'ai une aversion au risque juridique et surtout au risque fiscal et au risque fiscal français extrêmement élevé. L'art de la guerre, c'est de gagner sans combattre, disait un grand stratège Sun Tzu dans l'art de la guerre. En immobilier, c'est de gagner sans tricher, en maîtrisant au mieux les règles que ceux qui les ont écrites. Et j'aime beaucoup cette phrase. D'ailleurs, si tu as envie de déployer des stratégies de commando et connaître les limites pour déployer au mieux ta stratégie immobilière, je t'invite à réserver ton audit stratégique avec le pendant du Sun Tzu de l'immobilier, l'art d'investir en immobilier Fouad Berlin. Le lien se trouve dans la description et tu auras un plan de bataille personnalisé pour mener ta guerre économique et ce, de manière optimale.
Quelque chose à rajouter, Fouad? J'en fais toujours de plus en plus. Je prends beaucoup de plaisir à faire des audits stratégiques parce que j'ai l'opportunité d'investiguer, de découvrir, d'auditer des profils différents et variés. Et j'apprends énormément en pratiquant ces audits qui sont très enrichissants pour moi et pour les gens qui ont commandé cet audit. Pense à t'abonner au podcast, mettre 5 étoiles pour nous soutenir et le partager autour de toi. Cela fait très plaisir à Fouad de surcroît. Et ceux qui partagent leur avis 5 étoiles sur LinkedIn en taguant Fouad, il leur offrira aux 100 premiers un mentorat entièrement offert. Rien que ça. Tu veux que je bascule dans l'esclavagisme? C'est une blague. Dans la prostitution gratuite? Je tiens à le préciser. Commençons par la ligne rouge. Commençons par le pire, pour ensuite aller sur la nuance et la distinction entre la ligne rouge et la ligne jaune. Pour illustrer ces distinctions, j'ai envie de prendre 2 exemples de 2 entrepreneurs totalement différents. Je prendrai un exemple d'entrepreneur sur la ligne jaune, entrepreneur français qui est le roi de la ligne jaune, vraiment, et même qui va pousser... Le roi ou l'empereur? L'empereur de la ligne jaune, tout à fait. Qui essaye de bâtir une dynastie. Qui bâtit une dynastie. Qui bâtit une dynastie et qui l'a déjà bâtie, j'ai envie de dire. Tout à fait, le plus grand entrepreneur français. La ligne rouge, j'aimerais l'illustrer par Elizabeth Holmes, qui était la PDG de Theranos, ou qu'on pourrait dire l'illusion sanglante. La fondatrice de Theranos, qui était une start-up de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins, ça me rappelle d'ailleurs la start-up du siècle du Dubaïot, ça. Ah oui, la cash machine. La cash machine qui perdait l'équivalent de ses fonds propres, mais qui était un investissement de... Qui littéralement pissait le sang avec un résultat net négatif qui correspondait à 50% de sa capitalisation immobilière et accessoirement... Immobilière. Ah non, pardon, j'allais dire sa capitalisation boursière, non mais pas du tout. De son chiffre d'affaires pire. Oui. Donc tu as une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui perd 5 millions d'euros par an. D'ailleurs, on n'en entend plus parler de cette cash machine. Ouais, non, mais tu penses qu'ils sont en train de vivre des dividendes? Ça s'appelle un... Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un... J'avais regardé un down, un dump and... Non, pump and dump. Pump and dump. Wow. Pompe cher. Tu la connais, celle-ci? Pump it up. Calme-toi. Ceux qui sont dans les années 80 connaissent. Revenons sur Theranos. Alors, sur Theranos. Theranos, c'est une promesse technologique miraculeuse, une seule goutte de sang pour des dizaines de diagnostics. Le problème, rien ne fonctionnait et Elisabeth le savait très bien. Elle a présenté de faux résultats à des investisseurs, elle a utilisé des machines modifiées pour fausser les démonstrations, elle a menti aux partenaires, elle a menti aux médecins, elle a menti aux médias. Et en 2022, elle a été condamnée pour une fraude massive, elle risque jusqu'à 20 ans de prison, son entreprise est morte, sa réputation l'est aussi. Elle a clairement plus que dévoré la ligne rouge, elle est bien au-delà. Quand tu construis une fortune sur du mensonge, tu te bâtis une prison. Et je ne sais plus de qui vient cette phrase, mais je trouve que c'est très bien et c'est également applicable à un immobilier. Elizabeth Holmes, elle n'a pas joué avec les règles, elle les a tout simplement ignorées. Elle n'a pas frôlé, même ne serait-ce que la ligne rouge. Elle a clairement franchi et piétiné. En immobilier, c'est pareil. Et c'est là qu'on va faire un parallèle qui peut être intéressant. Si tu penses que c'est une bonne idée de falsifier une déclaration de revenus avec ton Photoshop, ou falsifier sa fiche de salaire, ou falsifier un avis d'imposition, soyons clairs, c'est un faux et usage de faux, et là, on n'est pas sur de la ligne jaune. Là, c'était sur une infraction gravissime qui, d'ailleurs, constitue un des motifs principaux de ce qu'on appelle en fait la déchéance du terme du prêt. Est-ce que Fouad, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la déchéance du terme? Parce que c'est un terme, je pense que les gens comprennent le terme, mais concrètement, j'ai un prêt... On n'en parle pas tant que ça. J'ai un prêt de 1 million d'euros. J'ai un prêt de 1 million d'euros à la banque, entièrement financé. Je leur ai fait des fausses fiches de salaire. Alors, il y a fausses fiches de salaire, et ce qui est récurrent, faux avis d'imposition. Faux avis d'imposition. Qu'est-ce qui se passe si la banque s'en rend compte? Par faux avis d'imposition, j'entends la production d'un avis qui est totalement faux, qui a été produit par l'investisseur. En fait, ce qui se passe très simplement,
la banque, alors on déterre un cadavre quand il y a un problème. Donc le problème, comme tout est basé sur la solvabilité, il y a des impayés. Donc là, la banque va déterrer le cadavre, va effectuer un contrôle et va s'apercevoir en fait que le dossier est bidon. Donc il est truffé de documents faux. Et là, ce qui va se passer est très simple. La banque va demander à l'investisseur de rembourser le prêt sur sous quinzaine. sous 15 jours, la totalité du capital restant dû. Et qu'est-ce qui se passe si en 15 jours, tu n'as pas le temps de vendre? Tu es fiché Banque de France. Parce qu'en fait, ce que va faire la France, c'est Alors, qu'elle va présenter n'as une pas échéance. tu n'as pas le temps de vendre en 15 jours. Elle va présenter une échéance sur ton compte bancaire. Une Tout à échéance, fait. si tu as un prêt de 1 million et qu'il te reste 1 million à payer, tu vas recevoir 15 jours après Tout à fait. un prélèvement de 1 million. Ce prélèvement, qu'est-ce qui va se... Il va être refusé, à part si tu as une ligne de découvert de 2 millions. Alors, on va te mettre on va FXCP. tenter de te mettre en découvert, sauf qu'on ne pourra pas t'autoriser un découvert d'1 million d'euros. Et donc, effectivement, tu seras fiché dans un fichier qui est administré par la Banque de France et qui est mis à disposition De toutes les banques. à toutes les autres banques commerciales qui consultent ces fichiers avant d'octroyer un prêt immobilier à un client. Même si je connais la réponse, imaginons, j'ai un problème sur un bien, il se passe ça, d'échéance du terme, mais j'ai d'autres biens qui se passent bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors moi, je n'ai pas, si tu veux, personnellement vécu cette situation. Je connais à ce jour un seul investisseur qui a été qui est concerné par cette problématique. J'ai consulté un peu de jurisprudence et ce que j'ai constaté, c'est que 100% des déchéances concernent le faux et l'usage de faux. C'est pas ça que je voulais dire. C'est par exemple, c'était pas la raison de la déchéance. Déjà, ce qui va se passer, c'est que tu ne pourras plus emprunter, donc Mais tu ne même pourras si plus ça- investir. Qu'est-ce qui va se passer auprès des banques qui m'ont prêté? D'accord? Ça se passe bien avec eux. Par exemple, imagine, j'ai une déchéance du terme sur le CIC. J'ai des crédits au crédit agricole en cours. Bah, ta banque peut t'être informée Elle va avoir une alerte. que tu as été fiché. Alors, pas forcément, parce que ça dépend si la banque a mis une alerte sur ta personne ou sur... Il y a des banques qui mettent des alertes automatiques sur une typologie d'emprunteurs et notamment sur des sociétés, notamment civiles immobilières. Et là, dès que ça bouge sur de la cession de parts, du changement de gérance, tu vas avoir une alerte automatique. Je sais que le CIC, par exemple, le fait beaucoup. Donc, est-ce que ta banque va être informée automatiquement? Je ne sais pas. Mais par contre, en cas de demande de prêt, alors ce qui est incroyable, c'est que je ne sais même pas si la Banque de France va te faire un courrier. Je ne le pense pas. Pour savoir si tu es fiché, il faut aller consulter une agence Banque de France. Un établissement de crédit, moi j'avais demandé American Express. Voilà, mais il y a des guichets Banque de France dans pas mal de villes. Tu vas et tu demandes en fait un état des fichiers te concernant. Moi j'ai une question. Et tu sais, quelquefois les gens se posent la question et j'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'un investisseur qui franchit la ligne rouge peut deux choses? La première chose, est-ce qu'il peut durer dans le temps pour déployer une stratégie ambitieuse? Alors moi, je pense que ta question, elle est hyper importante. Une fois de plus, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, parce qu'il y a un sous-jacent Arrête qui de me dénigrer, on se tape des 2 étoiles à cause de toi. Quoi. Putain de merde. T'as pas compris. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc hyper important en dessous. Alors, je te pose une question pour répondre à la tienne. Ah, j'adore ça, parce que je vais donner la bonne réponse, mais tu vas me dire que c'est pas la bonne. Non, je te pose une question pour renvoyer à un autre sujet. D'accord. Pourquoi est-ce qu'un investisseur fait ça? Parce que c'est un amateur? Non, pour une autre raison. Parce qu'il est mauvais? Non, pour une autre raison. Parce qu'il est inconscient? Non. Alors ça, lui, il est inconscient, mais ce n'est pas la raison principale. Je vais te donner la raison, qui est très simple. Il n'a pas les moyens de son ambition. Il n'a pas les moyens. Si c'est un entrepreneur, il n'a pas les moyens de se verser un salaire à la hauteur, ou il ne veut pas se verser un salaire à la hauteur de ses ambitions pour se bâtir un profil d'emprunteur. Donc, il bascule dans le faux et l'usage de faux. C'est plus facile de faire des fausses fiches de paye à 10 000 euros par mois que de se prendre verser les 8 000 de cotisation sociale. et les 10 000 qu'il faut avoir, donc les 18.
Donc en fait, un investisseur qui fait ça, de mon point de vue, c'est soit un investisseur qui n'a pas le pédigré pour enfanter son profil d'emprunteur dans le cadre de ce que j'appelle la stratégie du pivot, du signe blanc, soit c'est un investisseur qui n'a pas les moyens tout court, donc qui ne veut pas, soit qui ne peut pas, peu importe. Dans tous les cas, c'est un investisseur, de mon point de vue, qui n'a pas les moyens de son ambition. Et quand on ne se donne pas les moyens de son ambition, il faut renoncer à son ambition, de mon point de vue. Et est-ce qu'un investisseur qui franchit la ligne rouge, il est condamné au sens figuré du terme, je tiens à le préciser, à rester petit bras? Moi, ce que je vois dans cette situation, c'est qu'il y a un énorme risque fiscal, bancaire, et pénal. Oui, parce que c'est du faux usage de fonds. Voilà, donc je crois que c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. De mon point de vue, il y a un risque juridique, il y a un risque bancaire, il y a un risque pénal. Et patrimonial, et familial, si tu es en famille. Bien sûr. Alors, le pire, c'est que si tu as la solidarité conjugale qui peut être impliquée, par exemple, si tu dépends du régime de la communauté. Ouais, si tu n'es pas en séparation de biens. Si tu n'es pas en séparation de biens, bah, c'est très grave parce qu'en fait, tu vas, et pire que ça, si monsieur ou madame est co-emprunteur, c'est très grave. Pire, si tu as acheté par le biais d'une SCI et que tu as une caution solidaire sur l'ensemble des associés, tu as fait venir un ami ou un beau-frère, donc là, tout le monde est concerné. Puisque c'est la SCI qui va être dans l'obligation de rembourser le prêt. Et donc, de mon point de vue, moi, je l'observe comme une énorme prise de risque. Pour un résultat médiocre. Généralement, quand on bricole comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on a des résultats médiocres. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça témoigne en fait d'un manque d'anticipation, de proactivité, de professionnalisme. Et ça trahit en fait cette improvisation, le fait de se dire, bon, je choisis la voie la plus courte, mais également la plus dangereuse. Moi, personnellement, je ne mange jamais de ce pain-là qui correspond en fait au fait d'introduire une espèce de, de cancer qui peut contaminer la totalité de ton patrimoine et le plus grave et le plus important, ton foyer. Alors, c'est très intéressant parce que tu disais, ouais, généralement, c'est un... C'est bien de temps en temps aussi de dire que c'est intéressant ce que je dis. Je le dis tout le temps. Non, jamais. Ouais, non, je prends On dirait un vieux couple qui se prend la tête. Tu vois. La communauté en témoin. C'est très intéressant parce que, tu sais, dans Patrimoine Exponentiel, on a un banquier qui est dedans, et en fait, qui m'expliquait que les banques sont plus sur du contrôle a posteriori que sur du contrôle a priori. C'est-à-dire, oui. C'est un simple check, ça donc passe. Le fait de déterrer le cadavre. Et quelquefois, tu as des contrôles purement aléatoires, et de plus en plus avec l'intelligence artificielle, où pour déceler des faux, ça passe, ça les détecte rapidement. Oui, un contrôle aléatoire, c'est possible. Comme à l'aéroport. C'est possible, mais quand même, tu te dis... Toi d'ailleurs, à l'aéroport, avec ta tête, tu n'as pas souvent droit au contrôle aléatoire? Non, je passe comme une lettre. Au toucher rectal? Non, ça passe comme une lettre à la poste. Toi, je pense que tu as des contrôles plus fréquents que moi. Mais mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu commences à faire n'importe quoi sur la documentation que tu dois fournir, derrière, il est probable que tu fasses n'importe quoi en termes de stratégie d'acquisition. Et donc, tu as généralement... Parce que tu es dans la précipitation, tu es dans le stress. Ouais, il y a ça. Et puis, ce manque de conscience, j'allais dire professionnel, mais même pas, ce manque de conscience tout court, empêche finalement d'exceller dans ce domaine où les sommes d'argent sont importantes. Avant de passer sur la ligne jaune et faire cette distinction avec la ligne rouge que vous aurez compris, vous ne devez pas franchir, jouer sur la ligne jaune et éviter la ligne rouge nécessite un haut degré d'expertise à la fois juridique et financière. Les personnes qui font du bricolage franchissent la ligne rouge même sans le savoir, en mettant en place des stratégies qui vont produire moins de résultats et beaucoup plus de risques pour eux, leur famille. Et soyons clairs, on n'investit pas pour augmenter son niveau de risque. On investit pour augmenter sa liberté et sa sécurité. C'est pourquoi
tu peux candidater à patrimoine exponentiel où on favorise l'ingénierie à la fois juridique et à la fois financière. On la favorise au bricolage. Et la ligne rouge, on s'en tient le plus loin possible car on n'a déjà pas besoin de ça. Et si tu souhaites rejoindre une communauté de professionnels qui bâtissent plus que ceux qui font n'importe quoi et plus rapidement, tu peux candidater en suivant le lien qui est dans la description et tu auras un appel offert pour voir si ton profil est éligible. Revenons à notre chère ligne jeune. Alors, pour la ligne jeune, Fouad le sait parce que je prends souvent cette histoire, notamment dans des masterminds présentiels, pour illustrer une notion qui est totalement différente, qui est la notion de perte acceptable, qui est une notion également primordiale sur laquelle on pourrait faire un podcast complet. Et c'est une notion principalement entrepreneuriale, mais comme j'aime à le dire, de l'immobilier à très haut niveau est une activité entrepreneuriale. La ligne jeune, je vais l'illustrer par Bernard Arnault, et notamment son opération de montée au capital de Hermès. Bernard Arnault, il était le maître du jeu. Il était légal, certes machiavélique, mais surtout brillant. En 2010, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, entre en douceur, mais tout de même en fermeté, au capital d'Hermès. Comment ? En utilisant des véhicules financiers complexes, ce qu'on appelle des equity swaps, qu'on peut soit réaliser en nature ou en monétaire, au travers de filiales et de banques étrangères, pour prendre d'un seul coup 17% du capital d'une des dernières maisons familiales françaises sans que personne ne s'en rende compte. Cette maison, c'est Hermès. Alors, prendre 17%, les gens vont se dire oui, c'est normal, mais sur des sociétés cotées, tu as des seuils de déclenchement, 5, 10, 15, et tu dois annoncer ce que tu veux faire. Et lui, il est arrivé du jour au lendemain, salut, j'ai 17%, il est même monté au-delà de ça. Personne ne s'en rend compte sur le moment. C'est du jour au lendemain. Ça fait l'effet d'une bombe, littéralement. La famille Hermès crie au scandale. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, est bien évidemment saisie pour annuler la vente. Mais résultat, le montage était légal. Est-ce que l'OPA était non déclaré ? Non. Seulement une multiplication de prises de participation indirecte. Et la ligne jeune, elle est décrite parfaitement par l'un des héritiers Hermès quand on l'a interrogé sur cette affaire. J'ouvre les guillemets, il n'a rien fait d'illégal, mais tout a été parfaitement immoral. Fermez les guillemets. C'est ça la ligne jeune. Tu utilises les lois, tu utilises les outils comme des pièces sur un jeu d'échecs. Tu choques, tu déstabilises peut-être, mais tu prends le contrôle en plein jour et ce sans infraction. C'est la différence entre la ligne jaune et la ligne rouge. En matière immobilière, nous pouvons comparer également deux exemples pour l'illustrer. Trump était sur la ligne jaune et l'affaire qui est récente et Fouad pourra en parler peut-être un peu mieux, l'affaire Apollonia, c'est ça ? Oui, en fait, moi j'avais été, mais on en parlera, j'ai été acquéreur d'un lot qui a été vendu par cette entreprise qui a fait absolument n'importe quoi et qui a fait perdre des sommes monumentales aux clients en fait, qui lui ont fait confiance. Donald Trump, et d'ailleurs c'était le sujet de son procès pour lequel il me semble qu'il a été acquitté, mais il en a eu tellement que c'est dur de garder la trace. Il y avait une survalorisation des biens pour l'emprunt, une sous-valorisation pour l'impôt, donc il jouait sur les deux tableaux. L'utilisation massive de l'endettement avec des structures complexes et un usage agressif du code fiscal pour éviter l'impôt sur des dizaines de millions. D'ailleurs, il est bien connu pour sa phrase « Je connais les lois fiscales mieux que les conseillers fiscaux eux-mêmes. Je les utilise, c'est pas moi le problème, c'est les lois. » Il n'a pas fait de fraude, il a tordu les règles, mais il ne les a pas brisées. Et ce qui était marrant, c'est que toutes les banques qui l'ont financé, dont principalement la Deutsche Bank, n'étaient pas partie civile à son procès. C'était le procureur de New York qui poursuivait Trump, mais sans partie civile. C'est-à-dire que les banques, ok, il a surévalué les trucs, mais personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint. Alors peut-être qu'ils se doutaient qu'il allait être président et qu'il valait mieux pas se porter partie civile, on ne sait jamais. Mais si on prend l'affaire Apollonia, on est sur de la vente de biens immobiliers à des médecins et professions libérales, promettant rendement, défiscalisation et gestion totale. On a fait des utilisations d'aval bancaires faux, des évaluations manipulées, des documents faux pour faire financer des biens surévalués. Ça s'est résumé, d'après les informations que j'ai trouvées, je ne connais pas forcément l'affaire,
600 investisseurs lésés avec jusqu'à 2,5 millions d'euros de pertes par personne, ce qui n'est pas négligeable. C'est énorme. Stratégie basée sur le mensonge documentaire, la fausse promesse de rendement et des simulations contractuelles. Pour être sur la ligne jaune et ne surtout pas la franchir, c'est en quelque sorte, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est la différence entre l'amateurisme, l'improvisation et la précision. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Et c'est le fait de connaître. Moi, il y a un critère que j'assimile en fait, que je mets en perspective avec la ligne jaune, et notamment sur le marché de l'immobilier et de son financement, ce sont les aberrations bancaires. Quand il y a des aberrations bancaires, des points d'irrationalité, parfois et souvent, il y a besoin d'aller flirter avec la ligne jaune pour corriger ces aberrations, parce que on a parfois tout un système qui n'est pas adapté à une typologie d'individu. Ça peut être l'entrepreneur, ça peut être l'entrepreneur gérant. On peut avoir en fait une typologie d'individus qui vont subir finalement les aberrations du système bancaire français. Et là, ça demande peut-être de faire preuve de créativité, d'adaptabilité, d'agilité, on va dire, cognitive, stratégique, et d'aller flirter avec cette ligne jaune. Mais évidemment, en aucun cas, il ne faut basculer sur l'autre ligne qui est la ligne rouge. Pour donner une image, imaginez une cible à 300 mètres. L'investisseur qui franchit la ligne rouge, il arrive avec une mitraillette, il mitraille partout, mais il va toucher partout sauf la cible. L'investisseur précis qui est sur la ligne jaune, il va prendre son temps, il va tirer une cartouche et elle atteindra sa cible. Et dans la banque, parce que Fouad aime bien le discours martial, ça va être un discours calibré, ça va être une anticipation des questions par des réponses juridiquement valables, ça va être la préparation des documents en amont pour justement ne pas avoir recours au faux et à l'usage faux. Je peux donner un exemple également sur la méthode, sur un des points de méthode que j'utilise. Je travaille énormément sur ce que j'appelle l'asymétrie de compétences ou l'asymétrie de compréhension. Je vais utiliser finalement certains documents mis à ma disposition que je peux présenter aux banques ou à différents partenaires, et par incompétence, parfois juridique ou linguistique, ces gens-là ne comprennent pas le sens des mots, de l'attestation, de peu importe. Et là, je ne sais même pas si on est sur la ligne jaune, on n'y est peut-être même pas encore. Je les laisse dans leur incompréhension, dans leur incompétence, parce que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire le mien. Alors moi, je vais te parler d'un point de vue pénal, parce que le faux et l'usage de faux, c'est du pénal. Ah, je ne parlais pas de ça, moi. Non, mais... Je parlais de essayer de matérialiser qu'est-ce que la ligne jaune, en exemple. Tu vas voir un exemple en matière correctionnelle, en matière pénale. Nul n'est responsable du fait d'autrui. Donc, je ne suis pas responsable que le banquier comprenne mal une information que je lui ai communiquée en toute transparence. Le professionnel, c'est lui, c'est pas moi. Sinon, on tombe dans la naïveté, mais on tombe dans la morale. Et ça tombe bien, parce que la morale, on va en parler, parce qu'il est important de faire la distinction entre moralité et légalité. Et avant de passer sur cette partie, j'ai envie de rappeler que c'est impossible à faire de maîtriser cette ligne jaune si tu ne maîtrises pas les techniques d'ingénierie financière et juridique. Tu seras toujours dans l'approximation, tu seras toujours dans le bricolage. Et en croyant ne pas avoir franchi la ligne jaune, tu auras déjà franchi la ligne rouge ou tu auras déjà un pied sur la ligne rouge. Parce qu'il existe le mensonge par omission également. Et ça, c'est important de le préciser. La morale versus la légalité. Je vais reprendre une phrase que tu aimes bien, Fouad, et c'est un interview, et peut-être que tu le rapporteras mieux que moi. Est-ce que tu te souviens de cette phrase « Mordez la ligne jaune, mordez-la bien, mais ne la franchissez jamais ».
Tout à fait, oui. C'est une phrase qui est rapportée, je crois, par Xavier Niel. Niel. Donc, phrase qui lui a été dictée par un des juges les plus médiatiques et les plus brillants de la sphère financière française. Et quelle était la particularité de ce juge? Il l'avait incarcéré, je crois. Il avait mis en prison Xavier Niel sur sa première affaire. Et aujourd'hui, Xavier Niel dit clairement que le conseil de ce juge... Ça relève quasiment de la bienveillance, en fait. De la bienveillance, et on lui reprochait d'avoir le syndrome de Stockholm, d'avoir une forme d'adoration pour la personne qu'il avait jetée en prison. Et c'était dans un interview à Apolline de Malherbe, il me semble, qu'il avait sorti ça. Ces mots, en réalité, sont le meilleur conseil qu'un juge a pu donner à Xavier Niel avant de le mettre en prison. C'était Van Rubeck, comme Fouad l'a dit, c'est le juge de la corruption et des affaires financières. C'est une référence en matière, décédé depuis. Une pointure dans son domaine. Un homme de loi et non de morale. Et un juge ne laisse pas la place à la morale. Et ça, c'est très important de le dire. Et en réalité, la différence entre la ligne jaune et la ligne rouge, elle se situe précisément sur ce point. La ligne rouge, c'est un juge qui va te condamner. La ligne jaune, ça va être un moralisateur qui va te faire la morale. Mais t'inquiète pas, hein, il te fera la morale même pour autre chose. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, ce que j'en pense, pour revenir un peu à Bernard Arnault et l'opération en fait qui était baptisée en interne Opération Mercure, je vais lire un petit extrait d'un passage de mon livre. Il y a un petit chapitre qui traitait d'ailleurs de cette question sur la stratégie du pivot. T'écris un livre? Tout à fait. Ah bon? Sur quoi? Quand il sera publié, je pense que tu seras choqué de la qualité exceptionnelle de l'ouvrage, mais je vais lire un petit paragraphe. Et c'est ça qu'il faut retenir de mon point de vue. Et le boulard. Attends, on avait dit absence de fausse modestie à la française. En définitive, ce qu'il faut retenir stratégiquement de ces enfants de cœur, je parle des grands patrons, et notamment de Bernard Arnault, c'est ironique, au cas où, et que vous comprendrez aisément que ce n'est pas moi, le tout petit investisseur immobilier qui ne parle pas en milliards, mais seulement en quelques millions, qui vais m'abstenir d'utiliser quelques techniques éprouvées des grands patrons français qui n'acceptent pas que leur ambition soit capée. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire? Non, pas du tout. Peux-tu m'expliquer? Donc l'idée... Rabat tes pieds, là. On n'est pas en business, là. On est dans un... Je grignote du territoire, comme le font tes cousins. Donc, l'idée, c'est que quand on est dans la naïveté, quand on est dans la morale à 2 balles, quand on est dans le romantisme, on n'a pas compris que utiliser les méthodes des grands, alors des capitaines d'industrie, des salauds de riches, pour certains, mais si on prend le moralisateur, si on prend le cas d'Arnault, le plus grand entrepreneur français de l'histoire de France, est-ce que je parle bien de la méthode, et là on était sur la stratégie du pivot, est-ce que on peut se permettre de ne pas utiliser la méthode de ces gens extrêmement puissants, innovants, créatifs, borderline? La réponse, de mon point de vue, c'est non. Et la différence, j'ajoutais, notable, avec ces mercenaires du CAC 40, et qu'être salarié de sa structure est parfaitement légal et profitable au système. Totalement. Mais il faut retenir que le juge, il dit « As-tu enfreint la loi ?» Le moralisateur te dit « Est-ce bien ou mal selon lui ?» C'est tout le temps son point de vue. Et c'est souvent, le problème, c'est souvent des petits, les moralisateurs. C'est ça le... Ouais, c'est souvent des petits, des haineux, aigris, incapables. Qui avancent pas. Et c'est ça, c'est là où il faut faire très attention sur je me forme massivement, j'ai une capacité d'absorption informationnelle stratégique très élevée, je suis dans la pratique délibérée, c'est-à-dire que j'y vais à fond. J'aime beaucoup cette citation de Matt Damon dans Les Joueurs, c'est pas une question de chance, il faut y aller à fond, c'est tout. Quand tu t'inscris dans cet état d'esprit,
quand tu déploies un blitz patrimoine, t'es pas là pour échanger avec des parasites dont l'objectif est de freiner le développement de ton patrimoine. Tu es là pour utiliser les méthodes les plus efficientes au service de ton patrimoine et tu joues avec les cartes que tu as en main. Un homme qui utilise une holding au Luxembourg et qui ne paye pas d'impôts en France, le moralisateur va te dire c'est scandaleux, le juge il va te dire c'est parfaitement légal. Une personne qui fraude pour sauver sa famille, qui présente un faux bulletin pour faire un prêt immobilier, elle ne vole personne, elle rembourse, elle sert ses enfants, le moralisateur va te dire je le comprends, le système t'oblige à faire ça, le juge va te dire c'est un usage de faux et c'est une condamnation. C'est aussi simple, il n'y a pas de morale. J'ai parlé plus haut de l'affaire que tu as rappelée, Hermès versus LVMH, et j'affectionne particulièrement cette affaire car elle a été un cas pratique. Lorsque j'étais étudiant de droit à Assas, j'avais comme professeur en droit boursier, elle s'appelait France Drummond, et les gens peuvent chercher. C'était une éminente professeure de droit boursier, exceptionnelle pédagogue, une femme avec une très très forte personnalité, et elle était surtout en charge de la commission des sanctions de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Donc autant te dire, c'était elle qui avait en face Arnaud. Enfin, c'était plus son bras droit qui s'occupait de ça. Et elle nous avait dit, et je m'en souviendrai toujours, je suis impressionné par l'ingénierie des grands de ce monde qui arrivent à contourner les règles sans jamais franchir la moindre ligne rouge. Et Valéry Giscard d'Estaing avait raison en disant qu'on n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées cependant. Et il y avait une nana, tu vois, je vais essayer d'être une nana au premier rang avec des cheveux bleus. Alors, c'était peut-être une question de quota pour la fac qui était appelée la fac du Troisième Reich par les associations étudiantes de gauche, et qui avait dit c'est immoral. C'est immoral. Et la prof, qui était juge à la commission des sanctions, qui était au conseil de la commission des sanctions, donc qui décidait de la sanction, qui était écoutée, puisqu'elle est docteur en droit, elle était largement consultée dans ça. La prof lui a sans doute fait ravaler son matcha latte au lait de soja, et elle lui avait répondu « La morale, elle n'existe pas dans le code monétaire financier et encore moins dans le code pénal. » Et j'avais trouvé cette phrase mais révélatrice. Et pour citer l'esprit de Nietzsche, la morale est l'ultime refuge des gens qui n'ont ni pouvoir et ni courage. T'en penses quoi ? J'en pense, si tu veux, j'allais dire, je sais pas, c'est que j'ai entendu ça sur un livre que j'écoute. Là, il y a un auteur que j'adore, je le trouve particulièrement brillant, c'est Ryan Holiday. Et il y a une phrase, il y a un moment donné, je sais pas si c'est à lui qu'on s'adresse ou si une personne prononce ces paroles, je n'en pense rien, c'est brillant. Voilà, je n'en pense rien de spécial, je trouve ça absolument remarquable et brillant. Je te remercie du compliment. Alors je parlais de la prof. Ah merde. donc la morale, moi la morale c'est assez compliqué. Moi je fais une distinction entre l'éthique et la morale. La morale est souvent dictée par la populace, par Big Brother, par le troisième œil, par l'œil de Moscou. L'éthique a un caractère plus personnel. Donc, si tu veux, moi, la morale, j'ai envie de te dire, j'ai envie de me torcher avec, si je peux utiliser cette expression. Torcher quoi ? Torcher les fesses. Donc, si tu veux que je sois plus précis dans l'image. La morale, la morale, généralement, ça n'apporte pas grand-chose. C'est adossé à des jugements de valeur, à de la médiocrité. Ça m'intéresse pas. L'éthique dans le travail, dans l'exécution, la loyauté, la fidélité, la réciprocité, la gratitude mutuelle, ça m'intéresse. Donc, pour répondre à ta question sur ta professeure, je n'en pense rien, je pense que c'est brillant et qu'il faut absorber cette information. Si on conclut sur cette ligne jaune, cette ligne rouge, j'aimerais faire une conclusion un peu en mode guerrière comme t'aimes bien. La morale en immobilier, on la laisse à ceux qui n'ont pas de capital et qui sont spectateurs.
La morale, on la laisse à ceux qui justifient le succès des autres par des manquements éthiques. Je voulais juste faire un petit parallèle avant que tu finisses ta conclusion. La ligne jaune, j'ai son équivalent en termes de compétences comportementales, d'ordre entrepreneurial, c'est être malin. Et c'est souvent, on en avait déjà parlé, me semble-t-il, 1 ou 2 fois. Être malin est une compétence comportementale d'entrepreneur. Et être malin, ça ne veut pas dire être roublard. Être roublard, c'est la ligne rouge. Être malin, c'est la ligne jaune. Ben, c'est très marrant parce que... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je trouve que le parallèle est assez pertinent. Ça me rappelle une phrase de mon mentor, et la phrase était assez pertinente. Le mec lui avait dit « Monsieur, vous m'avez baisé » en anglais. Et dans ce langage-là, dans ce langage fleuri. Et mon mentor lui avait répondu « Il ne faut pas confondre, je vous ai baisé avec « J'étais bien plus fort que vous ». Tu retombes sur la symétrie de compétences. Non, moi, j'ai rien d'autre à rajouter, mais je dirais, de mon point de vue, pour se constituer un empire immobilier, il faut être malin, il faut identifier ce qui relève de la ligne jaune, il faut évidemment identifier, et ça c'est assez facile, ce qui relève de la ligne rouge, c'est généralement la loi, et la morale, il faut purement et simplement s'asseoir dessus, l'éthique, il faut la respecter. Il faut la bâtir. Et l'obligation de rembourser son prêt doit relever de l'obsession. Un débiteur plus que parfait. C'est ce que j'aime à dire me concernant. Je suis un excellent débiteur et un très mauvais créancier. C'est la raison pour laquelle je ne prête plus d'argent. Je suis incapable de réclamer mon argent. Tu veux pas me prêter 500 000 €? J'ai de la gêne à la place du débiteur. Tu peux pas me prêter 500 000 €? Malheureusement, je ne les ai pas. Ils sont investis. Ta caution. Ah, ma caution, non. Donc voilà, ce que je dirais en conclusion, c'est que... La ligne jaune, un investisseur immobilier ambitieux, il doit adorer cette ligne jaune. Il doit la chérir en quelque sorte. Je dirais pas chérir là-dessus. Moi, je suis pas d'accord. C'est un peu comme la notion de risque. Être un preneur... L'amour du risque ne veut pas dire, en fait... non. Être un preneur de risque ne veut pas dire être amoureux du risque. Non, c'est-à-dire que on va flirter avec une ligne quand c'est nécessaire. Si on peut s'en passer, parce que la situation ne l'exige pas, c'est encore mieux. Mais si c'est nécessaire, là, il faut, comment dirais-je, prendre il faut prendre son courage à 2 mains et y aller. La ligne rouge, elle nous terrorise. On s'en tient le plus loin possible. On parle de stratégie, pas d'approximation. On parle de méthode, pas d'improvisation. On parle de liberté, pas de risque. Devant un juge, il ne va pas te sortir un quelconque code de la moralité, mais un code pénal. Le moralisateur, lui, va brandir sans cesse son code moral en le confondant avec le code pénal pour justifier que si tu as plus que lui, c'est que lui le fait de manière morale. Et comme les personnes de gauche, c'est souvent les grands moralisateurs qu'on retrouve la main dans le sac. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand et éviter la ligne rouge. C'était Hugo. Point à la ligne. Conclusion, choc.